La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynarc sur Judaïque FM. Donc je vous ai invité aujourd'hui pour parler de la revue Humanisme, la revue des francs-maçons du Grand Orient de France, qui est la revue qui est une revue qui sollicite des auteurs sans se soucier nécessairement de leur appartenance maçonnique ou non. Voilà. Donc on a 2 numéros que vous avez coordonnés autour de la Révolution française. Juste un mot avant qu'on parle d'humanisme et qu'on évoque Combat maçonnique, votre livre, Philippe Foussier. Vous avez participé à un livre qui s'appelle qui est un collectif, autour de l'hashtag, comme on dit, pour Mila. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis, ce qui est incroyable aussi dans cette affaire, c'est que ceux qui ont participé au déferlement de haine contre cette jeune fille lycéenne l'ont fait au nom de principes d'amour et du prochain c'est-à-dire que l'esprit de soumission aujourd'hui parle le langage du cœur. Oui, en effet. Écoutez, donc cet ouvrage collectif, c'est une aventure qui s'est déroulée très très vite, qui s'est coordonnée très vite autour de Zohar Habitant, autour de Zineb El Razoui, et donc qui réunit de courtes contributions d'une 50aine de personnes issues de parcours divers, de positions diverses, mais qui ont estimé que cette affaire Mila, donc cette jeune fille qui a tenu des propos assez injurieux à l'égard d'une représentation religieuse, a fait l'objet, comme vous le savez, de menaces de mort, a dû encourir un certain nombre de préjudices dans sa vie personnelle, familiale, et donc nous avons voulu, à travers ce petit livre qui sort ces jours-ci, lui témoigner à la fois notre soutien et dire combien cette affaire nous paraissait emblématique d'un état d'esprit qui malheureusement s'est un peu imprégné dans notre société. L'idée que on ne pourrait pas critiquer les religions, qui, comme vous le savez, c'est une idée qui se développe de plus en plus et qui entraîne un certain nombre de fanatiques religieux à menacer ceux qui se livreraient à de tels actes ou à de telles paroles. Alors, naturellement, on peut ou pas être d'accord avec la manière dont cette jeune fille s'est exprimée, de la même manière qu'on peut être ou pas d'accord avec la manière dont Charlie Hebdo s'exprime chaque semaine. Mais ce que nous avons voulu dire, c'est que nous avons conquis en 1791, à la faveur d'une discussion au sein de la Convention nationale, au sein plutôt de l'Assemblée constituante, l'abolition du délit de blasphème dans notre pays, et que nous ne voulons pas le voir revenir de manière insidieuse, puisque ce n'est pas légal, mais en tout cas de manière insidieuse, par le fait de fanatiques religieux. Donc voilà ce que nous avons voulu dire. Il faut conserver absolument cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle ne concerne pas d'ailleurs que les cultes, elle ne concerne pas que les religions, elle concerne tous les pouvoirs, religieux certes, mais politiques, économiques, militaires, financiers, médiatiques, bref. C'est l'idée qu'on doit pouvoir discuter de toute idée, la contredire, la critiquer, en rire, la moquer, la caricaturer, et même, dans ce cas présent, même si ça ne relève pas de mon style, même l'injurier. Et pour autant ne pas encourir des menaces et des risques pour son existence. Voilà ce que nous avons voulu dire. D'autant plus que pour blasphémer, il faut être croyant. Oui, en plus. Bon, donc cette notion n'existe pas pour la communauté humaine dans laquelle nous vivons. Elle ne concerne en effet que les croyants. Et donc, ce que nous voulons dire, c'est que il faut absolument préserver ce droit de pouvoir critiquer toute idée. Or, une religion, c'est beaucoup de choses, mais c'est d'abord une idée. Et donc, toute idée doit pouvoir être critiquée, moquée, sans pour autant... Et la controverse est saine, elle est même... elle est profitable au débat, à l'élévation de l'esprit.
Mais en tout cas, on ne peut pas rentrer dans une logique, ou en tout cas continuer à être dans une logique dans notre pays comme dans d'autres, où il serait interdit de critiquer, de se moquer, de caricaturer, voire éventuellement d'avoir des propos grossiers à l'égard de cette idée comme de toute autre. Encore une fois, il faut, je dirais, déconnecter le débat de son contexte purement religieux pour expliquer que ce sont tous les pouvoirs, toutes les idées qui doivent pouvoir être critiquées, pas simplement les idées religieuses, mais toutes les idées. Voilà ce que nous avons voulu rappeler, une cinquantaine de contributeurs dans ce petit livre qui dans la limite de l'incitation à la haine des personnes. Ah bah évidemment. Voilà. Évidemment, cela va de soi, mais vous faites bien de le rappeler. En effet, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une incitation à la haine. De toute façon, les lois sont là pour contenir ce genre de propos et les sanctionner si tant est qu'ils s'expriment. Je rappelle que vous écrivez aussi dans la revue Le Droit de Vivre, en effet, dont je fais partie du comité de rédaction justement, la revue de la LICRA. Oui. D'accord. Donc, bien sûr, je suis très attaché à l'idée qu'on ne puisse pas inciter à la haine à l'encontre de personnes, désigner des groupes de personnes ou des personnes individuellement pour les menacer à raison de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel culte ou à telle ou telle idéologie. Mais en revanche, on doit pouvoir critiquer une idée. Et donc, il faut faire la distinction entre une idée et des personnes. Philippe Foussier, donc on va parler maintenant de la revue Humanisme, donc la revue des francs-maçons du Grand Orient de France. Je rappelle que j'ai l'honneur de recevoir l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Philippe Foussier, auteur de Combats maçonniques. La revue Humanisme, j'ai reçu les 2 numéros qui sont très riches et tout à fait passionnants, de bout en bout. Il y a justement, par exemple, on va commencer par une recension d'un livre sur la nouvelle question laïque, un texte signé de Catherine Kitzler, dans lequel elle parle du tournant identitaire d'une certaine gauche. Celle-ci a abandonné, si vous voulez, la lecture sociale classique, quoi, de lutte contre l'aliénation, pour promouvoir la figure d'un opprimé de substitution qui est défini non plus, elle dit, par sa condition, mais par son être identitaire et religieux, d'ex-colonisé, toujours victime, même s'il brandit ou encourage, écrit-elle, un bras meurtrier. Donc, j'aimerais vous demander, dans la continuité de ce texte, comment peut-on empêcher cette gauche-là, qui n'est pas toute la gauche, de faire entrer la laïcité dans le camp idéologisé des dominateurs? Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. C'est une évolution qui ne date pas d'aujourd'hui, qui s'est répandue de façon plus ou moins visible depuis quelques années, et qui a d'abord, comme souvent, caractérisé la gauche américaine. La gauche des États-Unis d'Amérique. Un penseur comme Marc Lilla, par exemple, a très bien identifié ce glissement qui a consisté pour la gauche américaine à s'occuper progressivement de plus en plus des minorités et donc d'enfermer les hommes et les femmes dans des catégories d'appartenance qui sont celles finalement de leurs racines, qui sont celles de leur essence. Bon. Le problème, c'est que lorsque la gauche procède de telle manière, et on voit en effet au sein de la gauche française se développer cette propension, cette lecture des rapports humains, eh bien, on quitte le registre de l'universalisme, c'est-à-dire celui qui avait créé, qui avait fondé conceptuellement la gauche, pour glisser vers le terrain de l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on ramène les gens d'abord à leur apparence, ensuite à leur patronyme, ensuite au lieu de naissance qui est le leur, ensuite à l'appartenance réelle ou supposée à telle ou telle communauté, et donc on assigne les individus à des critères qu'ils n'ont pas nécessairement choisis. Et donc ça tourne le dos, en effet, à tout ce qu'a voulu historiquement la gauche. Depuis qu'elle existe dans notre pays, elle a été
ce moment, ça a été précisément la Révolution française qui a créé une gauche et une droite, parce que l'idée que véhiculait la gauche, c'était que, en effet, on devait, au-delà de ses propres critères d'appartenance, au-delà de ses héritages et de ses origines, se définir soi-même, acquérir les propres outils de son autonomie, et donc échapper à l'idée qui prévalait jusqu'à présent, et qui est toujours une idée qui est conceptuellement d'extrême droite, c'est-à-dire que nous serions enfermés dans nos héritages. Nous serions assignés à nos origines. Nous ne serions sur Terre que pour poursuivre ce que nos ancêtres nous ont légué, sans avoir de possibilité de nous affranchir des normes dans lesquelles nous avons baigné par les hasards de l'histoire. Cette gauche-là dont on parle, justement, elle est en rupture avec l'universalisme. Bien sûr. Et il y a une sorte de retour, une obsession de la race, oui, dont vous parlez d'ailleurs, que vous évoquez dans votre livre Combat maçonnique, au profit de laquelle s'efface le pacte social, et qui débouche, par exemple, sur l'organisation d'événements où l'on trie des gens en fonction de leur couleur de peau. Bien sûr, ce que je vous ai décrit de façon un peu abstraite, ça conduit en effet à des comportements extrêmement concrets, qui consistent en effet à définir ou à ne voir des personnes qu'à raison de leur appartenance, notamment à une ethnie, voire à une race. Et ce qui est le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est que ce concept de race, qui était un concept qui était mobilisé depuis des décennies, voire des siècles, qui n'était mobilisé que par l'extrême droite, parce que évidemment ça fonde sa manière de concevoir les rapports humains. Aujourd'hui, ce sont des concepts, les concepts de race, les concepts d'ethnie, qui sont mobilisés par une partie de la gauche, de l'extrême gauche, partie de l'extrême gauche, pas toutes. Il y en a une partie qui résiste à ce maelstrom, mais il y a une grande partie de l'extrême gauche qui a basculé. Il y a beaucoup de mouvements syndicaux, associatifs, y compris politiques, qui baignent là-dedans. Et puis, au-delà de l'extrême gauche, ça commence à gagner des secteurs à gauche ou éventuellement au centre. Ça gagne du terrain. On va voir qu'on est dans le même sujet. Donc, je rappelle que les numéros de l'humanisme, donc le dossier, c'est célébrer la Révolution française. Pourquoi célébrer plutôt que commémorer alors ? Justement pour affirmer que ce n'est pas simplement un objet historique, que la Révolution française, elle continue à nous parler. Alors, certains ont vu, à travers le mouvement des Gilets jaunes, un écho à ce que pouvait représenter la Révolution française, comme quoi elle inspire toujours. Mais ce que nous voulions dire à travers ce dossier, qui réunit beaucoup de signataires, certains prestigieux, des universitaires, des historiens spécialistes de la période, c'est que il convenait en effet de célébrer cette Révolution française, ce qu'elle nous a apporté, et notamment cette idée magnifique contenue dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qui crée une rupture avec l'ordre ancien qui précisément enfermait les hommes, et a fortiori les femmes, dans des catégories à la naissance dont ils ne pouvaient pas sortir jusqu'à la mort, et qui leur conférait des droits particuliers. Donc cette idée qu'il y a une universalité des droits, c'est quelque chose qui nous semble devoir être célébré, parce que nous nous rendons compte qu'à chaque fois que des peuples sont opprimés, qu'ils sont sous le joug d'une dictature, de régimes qui peuvent être plus ou moins féroces, eh bien les outils symboliques qu'ils mobilisent sont souvent référents à la Révolution française. Et on l'a vu, place Tiananmen en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française, mais c'était aussi ce soulèvement de la jeunesse chinoise. On l'a vu place Tahrir au Caire en 2011, où on voyait des pancartes, 89, etc. On l'a vu sur d'autres continents. Je pensais évidemment au Chili sous Pinochet, mais on l'a vu aussi en Amérique latine, dans d'autres pays, ou en Amérique centrale. On l'a vu à l'occasion donc de ce qu'on a qualifié de printemps arabe. Bref, sur toute la planète,
89 est une référence parce que précisément cette idée qu'il y a liberté, égalité, fraternité, cette promesse d'émancipation, c'est ce qui permet de tourner le dos à des régimes autoritaires, eh bien 89 représente toujours cette dynamique formidable, et c'est la raison pour laquelle il nous paraît important de dire comment la Révolution française continue à nous parler, et de l'analyser avec, je dirais, avec distance, avec rigueur, mais aussi avec reconnaissance par rapport à ce que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont pu faire pour nous sortir précisément de cette logique de l'ancien régime, une société d'ordre que, évidemment, nous condamnons. Alors, faisons abstraction aujourd'hui des gens qui ont un peu la nostalgie de l'Ancien Régime, ça existe encore, mais vous parlez à propos de la Révolution de 89 et donc de l'idée d'universel aussi, peut-être, d'une dynamique formidable. Seulement, donc, il ressort d'un bel entretien qui a été réalisé dans Humanisme avec Francis Wolff, et aussi, on l'a vu de la soirée par exemple des Césars, récemment, on a vu l'actrice Aïssa Maïga remettre le César du meilleur espoir féminin et compter le nombre de noirs dans la salle, que l'universel, vous parlez de dynamique formidable, l'universel est quand même en crise. Tout conspire contre lui. L'universel républicain, disent les indigénistes par exemple, est une arnaque au service de l'homme blanc hétérosexuel chrétien. Donc, dynamique formidable, mais il y a quand même un retour, on voit, inquiétant. Oui, effectivement, il y a des critiques qui se multiplient, qui n'émanent plus simplement de l'extrême droite, puisque l'universalisme était critiqué par l'extrême droite historiquement au nom de l'essentialisme, au nom d'une lecture essentialiste des rapports humains et de la conception de l'homme. Vous savez, cette fameuse phrase de Joseph de Maistre qui dit dans ma vie, j'ai rencontré des Italiens, des Français, des Anglais, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. Mais Montaigne dit tout ce qui est humain. Oui, chaque homme porte en lui la totalité de l'humaine condition, quelque chose comme ça. Non, mais voilà, donc il y a évidemment, Montaigne a posé ça de façon magistrale, mais Joseph de Maistre, donc à la fin de la Révolution française, vient illustrer cette conception essentialiste de l'homme, c'est-à-dire on est enfermé dans son histoire, et nous voyons aujourd'hui en effet à nouveau cette lecture essentialiste des rapports humains proliférer. Or, la classification selon la couleur de peau, la race, entre guillemets, je n'aime pas ce concept-là parce que il y a une race humaine. Mais à l'intérieur de cette espèce humaine, il n'y a pas de race. La race humaine, elle est une. Il y a une unité du genre humain. Il faut absolument l'affirmer. Donc ces gens-là qui trient, qui catégorisent les gens selon leur couleur de peau, selon leur appartenance ethnique, malheureusement, à chaque fois que on a commencé à procéder comme ça, quasiment toujours, on a abouti à des formes d'organisation sociale où on disait qu'il y avait, à raison de la différence de couleur de peau, par exemple, des uns ou des autres, il y avait une incompatibilité d'assimilation. Il y avait un refus du mélange, du métissage, et donc il convenait de vivre séparés. Ça, c'est pour la forme, je dirais, la plus tolérante. C'est-à-dire, on l'a vu dans un certain nombre de pays, plus ou moins appliqués, c'est-à-dire l'idée qu'on doit vivre séparé en fonction de sa couleur de peau. Il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. C'est ça. Et puis, il y a eu la ségrégation aux États-Unis d'Amérique. Donc, les meilleurs sentiments, vouloir qu'il y ait plus de minorités au cinéma, etc., peuvent justifier les pires atrocités, les pires bassesses. Absolument. Une question quand même, parce que vous citez de Maistre, et donc qui n'a jamais vu l'homme abstrait et universel, mais il a même rencontré des persans, puisqu'il cite Montesquieu. Mais on pourrait vous dire aussi que par exemple dans l'entretien qui est réalisé dans Humanisme, la revue des francs-maçons du Grand Orient de France, dont vous avez coordonné les 2 numéros, dans l'entretien avec Francis Wolff, plaidoyer pour l'universel fondé l'humanisme, il
conclut à une vocation cosmopolitique de l'humanité. Or, vous voyez bien quand même que c'est parce que la politique, pour parler comme Hannah Arendt, a affaire aux hommes, je la cite, ressortissant de nombreux pays et héritiers de nombreux passés, que des peuples qui se réclament aujourd'hui qui réclament le droit à la continuité historique, si vous voulez, sont à la recherche d'un autre universel. Oui, mais je crois l'idée, c'est qu'on peut concilier sa propre histoire, individuelle et collective, avec une projection dans autre chose, dans un autre univers. C'est-à-dire que ce que ces gens-là qui prolifèrent partout, ce que ces gens-là promeuvent comme idée de l'homme, c'est une idée qui l'enferme dans son histoire, qui refuse qu'il puisse en effet s'affranchir de cette histoire pour se mélanger à d'autres univers conceptuels, philosophiques, et puis qu'il puisse se mélanger avec quelqu'un qui est différent de lui. C'est ça, ces gens ont la haine du métissage, ils ont la haine du mélange, et donc ils apportent avec eux, ils entraînent avec eux une conception de la pureté originelle, de la pureté d'une race dont il ne faudrait pas qu'il ne faudrait pas souiller par le mélange avec d'autres. Regardez comment se répondent en écho aux suprémacistes blancs d'un côté, les suprémacistes noirs de la race noire qui encensent l'idée qu'il ne faudrait pas se mélanger. Vous voyez dans quelle logique on peut basculer, parce que cette lecture-là, encore une fois, qui nie la possibilité de chacun d'entre nous de s'affranchir de nos origines, si on le souhaite, ce n'est pas une obligation, s'affranchir de nos origines, eh bien, ça peut mener aux pires dérives. Et la pire des dérives, c'est ensuite de dire que, à l'intérieur de ces différentes couleurs de peau, à l'intérieur de ces différentes races, dans cette classification, il y en a qui sont mieux que d'autres. Et quand on commence à établir des hiérarchies, eh bien, on a vite fait de désigner, comme l'a fait le national-socialisme à une époque, des parasites. Donc c'est intéressant, parce que ce que vous dites, parce qu'effectivement, on part de bons sentiments, et on peut arriver ensuite à vouloir guérir la société malade en éliminant les microbes après les avoir soigneusement identifiés. Absolument. Donc il y a une idée comme ça c'est effectivement l'idée que aujourd'hui l'amour de l'autre peut justifier des choses assez graves. Voilà. Simplement. Comment se fait-il, selon vous, qu'une certaine extrême gauche, puisque vous parlez de l'extrême gauche, de l'extrême droite, et du retour de la race aussi, donc dans le combat maçonnique, comment se fait-il qu'une certaine extrême gauche aujourd'hui ressemble tellement à une certaine extrême droite d'autrefois? Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu, et d'ailleurs Francis Wolff, dans ce livre essentiel, Plaidoyer pour l'universel, qui vient de paraître aux éditions Fayard, je crois, en parle bien. Il y a, de la part d'une partie de la gauche, d'une partie des philosophes de gauche à partir des années 60, des années 70, une répudiation de l'idée d'universel, précisément une critique de l'universalisme. Alors, soyons bien clairs, on peut critiquer l'universalisme, ce n'est pas un dogme irréfutable, ce n'est pas quelque chose devant lequel on devrait se prosterner. Et on doit aussi identifier la manière dont l'universalisme, parfois de manière dévoyée, a servi à justifier la domination, en effet, parfois, par exemple, de l'Occident dans l'aventure coloniale. Ça a été mobilisé par certains. On pense par exemple à Jules Ferry. Et à l'époque où Jules Ferry essaye de justifier l'aventure coloniale par la vocation universaliste de la France, au même moment, on peut retrouver les débats à l'époque, Georges Clemenceau réfute totalement cette lecture des choses et dit mais c'est une invocation de l'universalisme qui est absolument qui ne tient pas la route, qui n'est pas justifiable. Donc, il y a eu une instrumentalisation de l'universalisme au service de la domination, en effet, et vous avez raison, de l'Occident, des Blancs, etc., etc. Mais c'est un dévoiement. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, lorsque l'extrême droite française
se prétend laïque, c'est un dévoiement, c'est une imposture absolue. Bon, donc il faut dénoncer cette manière de Non, mais faire. Ce que je voulais dire surtout, c'est que, contrairement à Aristote qui concluait à la vocation politique des hommes, Wolff, lui, conclut dans ce texte à la vocation cosmopolitique de l'homme. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que selon lui, donc l'homme ne saurait se borner, si vous voulez, aux limites d'une communauté politique. Et je vous dis simplement que voilà, les régimes libéraux aujourd'hui, par exemple, qu'on appelle les libéraux, eux s'opposent à cet universel-là, et les peuples rechignent à abandonner leur particularisme et leur identité. Donc ils sont à la recherche d'un autre universel, et parce qu'ils sont héritage d'un passé, d'une histoire, c'est ça que je veux dire. Ils sont à la demande d'un autre universel, et cette demande-là on peut légitimement être à l'écoute de cette inquiétude. Oui. Il faut en effet être à l'écoute de cette inquiétude, parce que l'universalisme ne veut pas dire la négation, ne nie pas la spécificité de chaque être humain, ne nie pas les cultures particulières, ne nie pas qu'il y a des différences d'approche, des différences de pensée, des différences des différences de toutes sortes. L'universalisme affirme simplement qu'il y a une unité du genre humain, qu'on ne peut pas diviser et donc affecter à certains êtres humains des droits différents des autres, et on ne peut pas, évidemment, encore moins établir de hiérarchie entre eux. Vous voyez, donc, il ne s'agit pas de nier, encore une fois, les cultures, de nier les appartenances, les références, les affinités que des groupes peuvent éprouver les uns vis-à-vis des autres, mais il faut se défier d'une lecture racialiste, précisément, d'une lecture essentialiste qui consisterait à enfermer les gens dans une communauté d'appartenance uniquement définie par les liens du sang. Alors, donc la communauté politique, voilà ce qu'il faut privilégier, la communauté politique. Donc en fait, ce qui ressort des deux numéros de l'humanisme aussi, c'est que l'universel n'est pas le tombeau du particulier, mais la condition de son existence. Absolument. Et oui, parce que c'est la condition de l'existence de tous les particuliers. C'est-à-dire que dans une forme de respect mutuel, lorsque il n'y a pas cette condition préalable, lorsque le particulier domine, eh bien c'est forcément le plus fort qui, au bout d'un moment, va imposer sa norme et sa loi aux autres. Donc l'universel permet en effet de ramener chacun sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de peuple supérieur à d'autres, il n'y a pas d'ethnie supérieure à d'autres, il n'y a pas de couleur de peau supérieure à d'autres, et on doit se définir autrement, c'est-à-dire par notre référence à l'appartenance à une commune humanité. Je rappelle que je vous reçois, Philippe Foussier, vous êtes ancien grand maître du Grand Orient de France, vous avez fait l'honneur de venir dans nos studios, auteur de Combats maçonniques. J'ai une question à vous poser dans ce contexte. Qu'est-ce qu'une franc-maçonnerie de combat pour l'émancipation conforme à l'histoire du Grand Orient de France? Alors, l'histoire du Grand Orient de France, elle est en effet jalonnée d'un certain nombre de combats, puisque le Grand Orient de France s'est engagé au XIXe siècle pour l'édification de la République. Il s'est illustré à de nombreuses reprises. Il s'est engagé dans le combat laïque. Il a participé à un certain nombre d'autres avancées, notamment en matière sociale, pour l'égalité des droits, pour la dignité, pour la justice, pour le progrès scientifique. Bref, ça fait partie, je dirais, de l'histoire du Grand Orient de France. Cela se conjugue avec l'idée même de la démarche maçonnique, qui est aussi un combat individuel à mener pour s'améliorer, pour les francs-maçons de s'améliorer eux-mêmes, de se perfectionner et d'essayer, parce que c'est en effet un combat, ça nécessite un effort, de combattre d'abord ses propres préjugés et donc d'être en mesure toujours de se remettre en question, d'identifier ce que sont nos idées reçues, de se placer dans une forme d'inconfort de la pensée, d'être invité à éventuellement penser contre soi-même. Voilà en quoi consiste le combat individuel. C'est très juif, ça.
Oui, il y a des analogies. C'est ça. Il y a des analogies, comme il peut y en avoir. Vous savez, la franc-maçonnerie, c'est un puzzle, c'est un manteau d'arlequin qui rassemble des héritages, des traditions extrêmement diverses, et on peut trouver en effet des analogies. En fait, l'homme n'est jamais détenteur de la vérité. Il y a une phrase du Talmud qui dit l'homme pense, Dieu rit. En fait, en tant que franc-maçon, vous entendez l'écho du rire de Dieu. Et voilà, pour ceux en tout cas qui peuvent se référer à ce genre de catégorie. On peut très bien entendre le rire de Dieu sans y croire. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors, dans ces 2 numéros que vous avez coordonnés, tout à fait passionnants, dans Humanisme, la revue des francs-maçons du Grand Orient de France, célébrer la Révolution française. Il y a aussi un entretien de Jérôme Fourquet, auteur de l'Archipel français, qui regarde du côté aussi qui montre la fragmentation qui se passe aujourd'hui, l'émiettement de la société française, qui regarde aussi du côté des grands médias qui diffusaient jadis une lecture commune à des pans entiers de la société. Et aujourd'hui, on a vu avec les Gilets jaunes l'extrême défiance à l'endroit des grands médias, mais il y a aussi, plus inquiétant, la part décisive prise par les réseaux sociaux et le risque pris avec les nouvelles sources d'information, non seulement des fake news, mais aussi de l'enfermement cognitif. Est-ce que combattre cet émiettement-là de la société fait partie des combats maçonniques ? Oui, parce que précisément, c'est relié à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Ce que Jérôme Fourquet identifie dans son livre passionnant, L'Archipel français, c'est cette fragmentation qui caractérise la société française, une fragmentation qui n'est pas que, il ne faut pas réduire à une fragmentation qui ne concernerait que des formes de communautarisme religieux ou ethnique. C'est une fragmentation qui s'opère dans tous les domaines. Ce sont en effet des archipels français qui ne communiquent plus les uns avec les autres. Sur le plan social, sur le plan culturel, de plus en plus, nous avons une société qui est morcelée, qui est atomisée. Et ça, en effet, c'est une société à l'anglo-saxonne, finalement, qui se constitue sous nos yeux et que Fourquet identifie et qui, selon moi, nous mène malheureusement, sinon au pire, en tout cas, à une évolution préoccupante de la société. Juste, je vous parlais de l'enfermement cognitif à cause des réseaux sociaux. On pense aussi aux gens qui tournent autour d'Alain Soral, Dieudonné, etc., qui sont constamment dans des clichés qui rappellent je suis partout pendant la guerre, voire pire. Enfin, vraiment la prose antisémite dans toute sa splendeur. Comment on peut les faire sortir justement de cet enfermement cognitif là, ces gens qui n'ont pas accès à la transcendance qui se trouve dans la littérature, il ne faut jamais renoncer en effet à s'adresser à des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes profils, notamment sur le plan socio-culturel que soi. Il faut aller à la rencontre. Et c'est ce que nous faisons au sein du Grand Orient de France, par exemple, en organisant très régulièrement des conférences publiques, des manifestations ouvertes qui nous permettent de rencontrer des gens d'univers très différents. C'était la revue des revues sur Judaïque FM. Je recevais Philippe Foussier, merci beaucoup, ancien grand maître du Grand Orient de France, auteur de Combats maçonniques, qui vous veniez aussi pour parler de la revue Humanisme, revue des francs-maçons du Grand Orient de France. Combats maçonniques, on peut se le procurer où ? Conforme édition, conforme.édition.fr, quelque chose comme ça. Serge Surpin était la technique, la revue des revues David Reynark, merci infiniment, bonsoir. Merci à vous, bonne soirée. La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynark sur Judaïque FM.